Ok, c'est parti, ça tourne. Donc, ça fait un moment que moi je voulais justement intervenir suite à au jeune homme qui a parlé tout à l'heure sur la question des stratégies. Parce que, bon, Brigitte de Bordeaux, je pense que dans la bataille contre la LGV, tout a été dit, donc je partage tout, donc je n'y reviens pas, mais dans la bataille contre la LGV, on a un atout majeur aujourd'hui qui est que Bordeaux est complètement saturé du point de vue de la circulation. Que les gens qui vivent à 20, 30, 40 km et qui viennent travailler à Bordeaux viennent en voiture. C'est plus possible maintenant au prix de l'essence. Il y a la question de la pollution, il y a la question de la fatigue. Il y a Sud-Ouest a fait une enquête qui prouve que à 20 km de Bordeaux, pour venir travailler à Bordeaux, les gens mettent 1h30 en voiture parce qu'ils n'ont pas de train. Voilà. Donc il y a là, en ce moment, alors avec la crise, avec beaucoup de choses, avec l'inflation, avec le prix de l'essence, avec cette saturation de la métropole, il y a vraiment un créneau de mobilisation pour le train du quotidien, le RER, en fait toutes les solutions alternatives à la voiture. Tout le monde sait que les 14 milliards qui seront mis dans la LGV, ils ne seront pas mis dans ces trains et dans ces modalités de transport. Donc, je pense qu'en même temps, alors peut-être nous plutôt côté Bordeaux, bon, comme le disait le jeune homme, il va peut-être falloir qu'il y ait des batailles différentes, hein. Bon, on a un comité à Bordeaux, mais je pense que là on a une force de frappe très importante parce que ce sont des centaines de milliers de personnes qui ne peuvent plus se déplacer et peuvent plus aller travailler, vivre là où ils vivent et tout ça. Ce n'est plus possible pour eux. Voilà. Donc il faut les mettre avec nous. Alors, peut-être pas, ils sont peut-être contre la LGV, mais ils comprendront bien que ces 14 milliards, il faut les mettre ailleurs. Voilà. Pour moi, les deux batailles sont là. Oui, donc Bernard de Bordeaux, et je fais partie du comité qui s'intitule Stop LGV, pour priorité au train du quotidien. Donc voilà. Alors, je voulais intervenir sur une première chose pour aller dans le sens de ce qui a été dit par plusieurs, c'est-à-dire que la mobilisation, elle doit se faire tout de suite sur le terrain et par des moyens très actifs. C'est-à-dire que d'ores et déjà, par exemple, la préfète Buccio de Gironde, que tout le monde connaît pour ses prédations diverses dans divers domaines, la préfète vient de réactiver un vieux texte qui fait que aucun citoyen, aucun propriétaire n'a le droit de refuser l'accès à sa propriété lorsqu'il y a un projet de construction ferroviaire. Ce qui était une mesure citoyenne il y a un siècle de ça, se transforme maintenant au fait que même si vous refusez la LGV, vous êtes obligé d'accepter la venue sur votre terrain de techniciens qui viennent faire des études sismiques pour voir si on va pouvoir faire une ligne à grande vitesse à cet endroit-là. Qu'ils commencent d'ores et déjà à exploiter la misère humaine, c'est-à-dire que, d'une part, c'est la méthode qu'emploient les experts immobiliers, c'est-à-dire qu'ils commencent à faire la tournée des propriétaires en disant « votre voisin, il a déjà vendu ». Alors donc, ça veut dire que vous, tant que c'est encore à peu près crédible, vendez tout de suite. Qu'ils exploitent aussi les gens que deviennent veufs ou veuves, ne peuvent plus entretenir une maison et donc leur proposent un logement pour une personne, etc., etc. Toutes ces mesures commencent et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une mobilisation citoyenne actuelle dans tous les domaines pour commencer d'ores et déjà la mobilisation là-dessus. Maintenant, je pense que l'idéal, c'est quand même la lutte victorieuse de l'Azad
de Nantes, c'est-à-dire que la ZAD de Nantes, parce que j'entends quelques disputes entre les politiques, les activistes, etc., etc. La ZAD de Nantes, si elle a gagné, c'est qu'elle a fait l'unité de tout le monde, de ceux qui étaient sur le terrain, de ceux qui les soutenaient de l'extérieur. Et il a fait parfaitement, j'ai très bien suivi l'affaire, que, excepté, je crois, le Parti communiste, tous les autres partis ont soutenu, et sans doute le Parti socialiste, tous les autres partis ont soutenu ça, de multiples associations, et qu'il y a eu toute unité qui s'est faite autour de ça. Je pense qu'il faut aboutir à la même situation. Dernière chose, ne pas négliger un certain nombre de recours administratifs qui ont lieu à l'heure actuelle, c'est-à-dire que ce projet est un projet qui est largement bidon sur son financement. Les financements européens n'existent pas. Il y a la bagatelle de 200 ou 300 millions d'euros qui manque encore pour faire le compte. Il y a des recours là-dessus. Là aussi, il est nécessaire. Donc c'est un combat d'ensemble, mais à commencer tout de suite et avec tous les moyens, sans aucune limitation, qu'ils soient politiques, activistes ou qu'ils soient réglementaires et administratifs. Alors, moi, si vous voulez, en tant que moi, monsieur, je suis maire depuis une éternité et dès 2005, j'ai été mobilisé contre la LGV et je félicite les associations qui ont toujours été à nos côtés. On s'est toujours battus sans se soucier de la politique et vraiment dans un intérêt collectif et pour sauvegarder l'essentiel. Moi, je voulais parler du côté financier. À l'époque, lorsque ce projet a vu le jour, RFF et la SNCF, c'était deux entités complètement différentes. Ce qui est important, c'est que RFF a été regroupé avec la SNCF. Il y avait 42 milliards de dettes à l'époque et RFF était à bout de souffle. Si je ne m'abuse, c'est 2014. Et là, ce jour, le président de l'époque a mis 20 milliards sur la table, a racheté la moitié de la dette de la RFF et l'a dissous. Et la SNCF, maintenant, a repris l'ensemble de réseaux ferrés de France. Ce qui est important à l'époque, c'était que RFF, c'était des dettes mais abyssales. La SNCF, c'était 1 milliard de dettes, de déficit annuel. Cette année, le déficit annuel de la SNCF est de 16,8 milliards, notamment dû au réseau. Voilà. Alors lorsque l'argent se fait rare, lorsque l'énergie est de plus en plus chère, lorsque l'énergie se fait rare, de toute façon, il faudra qu'ils comprennent certains que des projets pharaoniques comme ça, ce n'est plus finançable. Je voulais revenir sur le Matmut. Le Matmut, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que maintenant, on va avoir une équipe en 2e division de football. On n'aura plus une personne pour y aller, pour aller voir le stade. Et on s'aperçoit quoi? C'est que ça a marché, ça a été mis en place pour 3 matchs pour la Coupe d'Europe. Voilà. Donc vous regardez, et maintenant les contribuables bordelais ou métropolitains ou ruraux, ils vont tous payer pour ça. Voilà. Après, autre chose, ce qu'il faut savoir qui est important, nous les élus ruraux, monsieur, on nous pond des PLUI en nous parlant de surconsommation d'espaces fonciers et forestiers. C'est la loi, la circulaire du 29 juillet 2019. C'est-à-dire qu'on nous dit, sur vos communes, vous ne pouvez plus avoir de développement pour la bonne et simple raison qu'il faut préserver l'espace naturel, agricole et forestier. Dans la même laps de temps, eh bien, certains grands élus, ils n'ont pas les mêmes lectures des faits que nous, des règles que nous, et eux, eh bien, ils vont catastrophiquement saccager 4800 hectares. Autre chose, ça fait 4800 hectares, mais il y a les carrières, les matières premières. C'est sûr que pour faire des travaux gigantesques, il va falloir des matériaux, et ces matériaux, il va falloir les prendre par-ci, par-là, et ça va faire des trouées catastrophiques aussi sur le secteur. Et dernière chose que je voulais parler, tout à l'heure Philippe t'a parlé de 4 milliards, grosso modo, de 4 millions de CO2. 3,4 millions de tonnes de CO2. En France, cette année, on a produit 456 millions de tonnes de CO2. Donc le coût de ces travaux, c'est grosso modo 1% de la production annuelle de CO2 sur toute la France. C'est colossal. Merci à vous. Merci. Daniel Soda d'Alternative LGV. J'ai entendu une grossièreté tout à l'heure de quelqu'un qui prétendait qu'il n'y a pas d'alternative.
Je me demande où ce monsieur a été se renseigner, et il nous l'a dit, il a été au ministère. Alors, pour savoir ce qu'il en est des alternatives en question, je l'invite à venir nous consulter. Il va voir. Il n'a pas dit ça? Alors, il a été s'informer au ministère et il dit qu'il n'y a pas d'alternative. Alors, j'invite ce monsieur à venir nous rencontrer pour savoir que les initiatives existent. Je suis désolé. Il y a un malentendu? Alors, je vais m'excuser. Si on a entendu, je m'excuse. J'ai une autre question. Quelqu'un a-t-il une réponse au fait que au moins 5000 hectares de terre doivent être artificialisés? Est-ce que quelqu'un a une réponse sur la position de la FNSEA, qui a élu notre nouveau ministre? J'ai des réponses aux deux remarques. La première remarque, je pense que tu as mal interprété ce qu'a dit, alors je ne sais pas où il est passé, la personne qui s'était exprimée. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'au niveau des ministères, dans l'esprit des fonctionnaires et dans l'esprit des dirigeants, il n'y avait pas d'alternative. Mais ça, c'est un petit peu de notre faute parce qu'on a été incapable de leur faire comprendre à ces hauts fonctionnaires qu'il y avait une alternative. Voilà. Et en ce qui concerne les terres, ta question c'était quoi? La position de la FNSEA, oui. Alors ce que je peux dire, je ne sais pas la position de la FNSEA, ce que je peux dire c'est que quand on a fait des recours contre la DUP des lignes nouvelles, il y avait 7 recours auprès au Conseil d'État contre ces lignes nouvelles, et dans ces 7 recours, il y avait un recours qui était fait avec la Fédération des chasseurs de la Gironde, le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, et la FDSEA, alors c'est pas national, c'est départemental, et la FDSEA du Sud-Ouest, voilà. Et puis il y a tout un tas d'autres recours, dont un qui était fait avec des associations, avec tout un tas de communes et de communautés de communes, voilà. Mais la FDSEA, je pense que les agriculteurs sont partagés, mais il y en a qui ne sont pas favorables à ce genre de destruction, voilà. Je ne peux pas t'en dire plus. Une autre précision sur la SNCF. Oui. Denise Cassou, de la coordination Vigilance LGV. Donc c'est un projet qui est né en 2005 et on se bat depuis 2005 contre ce projet. Il avait été annoncé par un gouvernement, ça a été dit que ces projets de LGV étaient abandonnés, ce que nous trouvions pertinent. Et nous avons réappris, comme vous tous, que certains grands élus avides de grands projets avec des égos surdimensionnés et certainement conseillés par les BTP ont relancé ces projets en nous les imposant et en nous demandant de les payer. Je voulais souligner ici l'importance de ces collectifs qui se sont créés et qui accompagnent et élargissent la mobilisation. C'est en coopération avec eux qu'on agit, qu'on se bat ensemble. Ils font un travail ici, Nina, le collectif Stop LGV sur Bordeaux Métropole, ils font un travail de terrain extraordinaire. Ils relayent le travail qu'on a fait, ils le reprennent avec beaucoup d'énergie. Et il y a quand même quelque chose que je voulais souligner. D'une part, il y a un déni démocratique. Premièrement, de la démocratie représentative, où un élu agit par décret. Certaines des grandes décisions récentes ont été prises par décret, sans même consulter l'Assemblée législative. C'est vraiment le niveau 0, voire en dessous de 0, de la démocratie électorale, enfin par élection, représentative, merci. Il y a une crise profonde de cette démocratie-là, dont les élus devraient vraiment s'inquiéter, hein, parce que ce qui ne peut pas s'exprimer, ce qui n'est pas pris en compte par ces élus, sera exprimé ailleurs. Il y a aussi un mépris de la démocratie participative, c'est-à-dire qu'on nous a demandé, à nous tous, notre avis depuis l'apparition du projet, et qu'on l'a dit, hein, aussi bien les citoyens, les élus de terrain, ceux qui sont qui défendent les projets ceux qui défendent leur territoire, et les associations. Et on a piétiné ces avis, on méprise tous ces avis. Donc, j'entends parler, moi, de violence, quelquefois, à propos de ZAD. Moi, je dis la vraie violence, c'est déjà celle-là. C'est que des élus, une fois au pouvoir, nous mentent, hein, nous fassent passer des projets de force, et nous imposent de les payer, veulent nous les faire payer, et que par ailleurs, on nous demande notre avis,
pour piétiner cet avis-là. C'est vraiment une violence très importante qu'on perçoit tous. Voilà, donc nous, la coordination, nous continuons d'utiliser tous les outils, hein, c'est-à-dire aussi bien le juridique que le travail sur dossier. On continue à creuser le dossier avec des éléments particuliers là, qui méritent d'être analysés et démontés. Hein, ils trouvent toujours des nouveaux arguments pour nous imposer ce projet. Et il faut quand même souligner aussi à quel point ce projet est complètement ringard, obsolète. Les urgences actuelles, on sait lesquelles sont. C'est le climat, hein, on sait que ça devient dramatique, on en a déjà les premiers effets. On a une chute de la biodiversité qui est vertigineuse et qui met en péril notre propre existence. On a des problèmes d'énergie, et ce n'est pas seulement la guerre en Ukraine, c'est une réalité. Il faut diminuer nos énergies, et au lieu de couvrir nos sols de panneaux solaires. On a des problèmes d'artificialisation des terres. Tous ces problèmes-là, tous ces voyants qui sont orange, rouge, la LGV les fait exploser. Donc, les urgences pour lesquelles il faut se battre, hein, c'est défendre les conditions de vie humaine, hein, de tous, pour tous. Et ce projet est un projet dévastateur sur tous ces plans. Donc on continue ensemble. Merci vraiment à tous d'être venus et de votre belle énergie. Juste pour dire un mot au nom de la Confédération paysanne de Gironde, la fédération, la FDSEA donc, de Gironde est peut-être partagée, elle l'était à un moment donné en tout cas puisqu'elle a participé à des recours, mais à la Confédération on n'est pas partagé, on est contre ce projet de LGV parce que c'est une aberration, parce que c'est 4800 hectares minimum qui vont être artificialisés alors que on doit lutter contre l'artificialisation des sols, c'est des pertes de sols agricoles, c'est quelque chose d'aberrant au point de vue de la lutte contre le changement climatique. Et nous, le changement climatique, c'est une catastrophe dont les paysans sont en première ligne pour le constater. Donc, on est contre et on est aux côtés de ceux qui luttent contre ce projet stupide et dévastateur, et on n'est pas partagé. Voilà, je voulais juste dire ça. Alors moi, je voudrais juste apporter une précision sur le rachat par l'État de la dette de la SNCF. Je travaille à la SNCF et la contrepartie, parce qu'il y a toujours une contrepartie avec ces gens-là, c'est que la SNCF se réforme. En 2018, la SNCF a subi une réforme où la SNCF perd son statut d'entreprise publique. C'est-à-dire que chacune des entités de la SNCF, et en particulier SNCF Réseau, à laquelle j'appartiens, devient une entreprise à statut privé, qui doit donc faire des bénéfices. C'est ce qui explique que dans vos transports du quotidien, il y a une dégradation sensible. Les trains sont supprimés à la dernière minute sans que vous soyez avisés. Les trains ne circulent plus avec 2 rames, mais avec une seule rame, parce que ça coûte moins cher de faire circuler avec une seule rame. Donc les gens s'entassent dès le matin à 7 h dans le train pour aller travailler. C'est absolument abominable ces conditions de transport. Et là, la SNCF peut régler ce problème. Il faut que, puisque le conseil régional est devenu autorité administrative pour les transports du quotidien, il faut que la SNCF exige de la part de la région les moyens d'assurer un transport de qualité quotidienne pour les gens. Et là, il n'y a pas besoin d'argent supplémentaire. Hein. Il y a vraiment, c'est le budget du conseil régional qui doit servir à ça, à améliorer sensiblement les conditions de transport du quotidien. Ensuite, je vais juste reprendre une phrase je crois que c'est Solzhenitsyn qui l'avait dit. Ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Mais ils continuent à mentir. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui peuvent mentir, qui ont le statut. Où elle est la dame là qui se plaignait qu'elle était élue là. Il y a des élus qui ont un statut qui leur permet de mentir. Et c'est admis. La justice admet que ces gens-là peuvent mentir. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec les LGV.
C'est la raison pour laquelle je pense que LGV, non LGV, ça suffit pas. C'est non LGV et son monde. Parce que c'est son monde qui dicte ses décisions. C'est ce monde-là qui méprise les gens. On parlait des matériaux de carrière qui sont devenus si rares que lorsque vous voulez faire construire une entreprise, ou etc., la première chose qu'on vous demande, c'est quel matériau de carrière neuf vous allez utiliser. Est-ce qu'il faut ouvrir une carrière, etc. Et alors là, ça passe par tout un tas de procédures administratives, sauf pour les LGV. Enfin, dernière précision, mais là, je fais juste appel à votre mémoire. Lorsqu'ils ont créé la LGV Tours-Bordeaux, souvenez-vous le 20, qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? Il y a une grande crise entre Guillaume Pépi, président de la SNCF, et le gouvernement de l'époque. Pépi avait dit non, pas de LGV. C'est pas ça, ça va tuer la SNCF, ça. On n'en veut pas. Pépi, Guillaume Pépi, qui était un libéral, tout ce que vous pouvez, une ordure, il a été convoqué au ministère. Ils ont trouvé un accord. Ils ont dit, on va exceptionnellement vous autoriser à créer des filiales. Des filiales. Parce que Bouygues, Air France, Virgin, qui avait dit, si vous faites une LGV, nous on fait circuler des TGV. Où ils sont les TGV de Virgin, de Bouygues et de Air France? Ils sont où? Eux, ils ont jeté l'éponge parce qu'ils savaient que non, le coût des sillons est intolérable et insupportable. C'est vraiment prohibitif. Donc ils ont dit, SNCF, vous allez supporter à vous tout seul le fardeau des LGV et vous allez faire circuler 17 trains par jour. Et c'est monté à 21 trains par jour. Et quand Pépi a dit, mais où est l'argent? Donnez-moi l'argent, je fais ce que vous voulez. Donnez-moi l'argent. Le gouvernement a dit, ben, on va créer des filiales. Alors, c'est comme ça que sont nés Ouigo, puis Inouï. Voilà. Et il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Parce que là, évidemment, ça donne l'illusion que c'est moins cher. Mais le moins cher, ça finit toujours par coûter à quelqu'un. Vous voyez? Vous comprenez ça? Voilà. Donc je pense, moi, qu'il faut le dire. Non à la LGV et son monde. C'est ce monde-là qu'on doit combattre. Parce que ce monde-là, c'est celui qui fait les LGV, effectivement. Mais c'est aussi celui qui fait les aéroports à Notre-Dame-des-Landes. C'est aussi celui qui fait Europa City en banlieue parisienne. C'est ce monde-là qui préside aux destinées du monde. Et la destinée du monde, c'est de nous faire mourir. Comprenez bien ça, nous faire mourir. Au Pakistan et en Inde, 50 degrés. 50 degrés. Qui peut supporter ça? Qui peut? Franchement, ce sont bien des décisions qui ont été prises par des gens pour qu'on en arrive à ces situations-là. Merci de votre attention.